Le Mali comme la RDC sont deux pays indépendants depuis 1960. Mais lorsque vous regardez la situation dans ces deux pays, les choses n'avancent pas. La situation stagne. Alors on se pose mille et une questions sur la gouvernance dans ces deux pays. Si je parle de conflit, ces deux pays sont en conflit depuis 1963. Les premières rébellions éclatent dans ces deux pays en 1963. Pour la RDC, avant 1963, il y a eu des guerres de sécession et des mutineries liées à l'insatisfaction politique de certains groupes. Il en est de même pour le Mali. Alors, s'il y a eu rébellion en 1963, il y en a eu encore par la suite dans les deux pays. Au Mali, les années 90 ont été émaillées par des rébellions. Dans le Nord, les années 2000, 2006, 2009 et les années 2012, en 2012 jusqu'en 2013. Idem pour la RDC qui a connu de nouvelles rébellions depuis les années 1990. Certes que ces rébellions sont liées au contexte global dans le monde avec le changement que le monde a connu lié à la disparition de l'ex-IRSS et que les intérêts des grandes puissances avaient viré du côté des pays qui étaient dans le bloc socialiste. Après cette série de rébellions, il y a eu des processus de paix. Je vais signaler que pendant les premières rébellions dans ces deux pays, le processus de paix envisagé était la guerre contre ces rébellions. Et au Mali, l'armée a maté la rébellion, la première rébellion, bien sûr avec l'aide des partenaires étrangers, principalement l'aide de l'Union soviétique. Pour la RDC, il a fait de l'ONU avec la première mission de l'histoire même de l'Afrique pour qu'on arrive au bout de cette rébellion mouléliste qui a commencé dans le Congo en 60, qui s'est prolongée dans l'est de la République démocratique du Congo depuis 1964. Après ces deux victoires pour le Mali et pour la RDC sur la rébellion, les autres rébellions n'ont pas connu une issue militaire parce que les armées de ces deux pays n'ont pas été à mesure de mater les rébellions qui ont suivi. L'exemple du Mali, la rébellion de 1992, l'armée n'a pas été à mesure d'arrêter cette rébellion. Il a fallu à des négociations de paix. Il en est de même pour les restes. Et au total, 3 grands processus de paix ont été engagés pour la République du Mali. Pour la RDC depuis 90, la première rébellion post-1963 éclate à l'est du pays, menée par l'AFDL. Beaucoup de chercheurs ont qualifié de cette guerre de la première guerre mondiale d'Afrique, au regard des acteurs qui étaient impliqués dans cette guerre. Ce sont les négociations qui ont mis fin à cette rébellion. Les rébellions suivantes,
sont les mêmes acteurs insatisfaits de l'issue du premier processus de paix engagé qui ont continué sous un autre nom, notamment la guerre du CNDP des années 2000. Il a fallu faire appel encore à des négociations pour mettre fin à ce conflit. Les mêmes acteurs, 2 ans seulement après, ils ont recouru une fois de plus à des armes pour continuer leur lutte en se cachant derrière le déficit démocratique. En se cachant derrière le déficit démocratique. Il s'agit à ce moment-là de la guerre, oui, avant le CNDP c'était la guerre du RCD, le RCD Goma, puis CNDP, et après le M23. Et après le M23. Alors tout ça montre que dans ce pays, réellement rien ne marche et qu'il y a un déficit de la gouvernance politique, une gouvernance qui est générale, politique, mais avec des ramifications dans plusieurs autres secteurs de la vie. Raison pour laquelle dans cette communication, très rapidement d'ailleurs, nous allons parler des enjeux et des positions des acteurs clés dans cette communication et parler de ces processus et les défis du développement local dans les deux pays et terminer par une proposition pouvant permettre aux 2 pays de résoudre tant soit peu ou de manière définitive cette situation qui est devenue comme un cercle vicieux et qui impacte sérieusement le développement non seulement local des entités concernées, mais globalement de ces 2 pays. Pour ce qui est des enjeux et positions des acteurs, nous avons identifié d'abord les acteurs que nous avons nommés traditionnels. Les acteurs traditionnels sont ces acteurs qui ont débuté par ces rébellions depuis les débuts, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Il est vrai que je vais toucher certaines sensibilités, permettez-le au nom de la science. En RDC, les acteurs de toutes ces rébellions, excepté la première rébellion mouléliste, sont les Tutsis congolais. Les Tutsis congolais est un peuple transfrontalier qu'on peut retrouver dans plusieurs pays de la région des Grands Lacs. Ce sont des nilotiques nomades, pasteurs. Voilà leurs caractéristiques. Si nous jetons un coup d'œil du côté du Mali, depuis 60, nous avons identifié les Touaregs. D'abord, la rébellion de 60, la rébellion de 90 était essentiellement menée par les Touaregs, avec les revendications que l'on va voir ici, qui n'ont pas été bien sûr répondues par le gouvernement de Bamako. Après les 2 premières rébellions, les rébellions qui ont suivi, au Mali, on a vu quand même que d'autres peuples se sont joints aux Touaregs pour mener cette rébellion, mais à un pourcentage beaucoup plus minime. Après les Touaregs et les Tutsis congolais, nous avons les forces armées de ces 2 pays qui ont pour mission la protection de l'intégrité territoriale. Alors, depuis 60, l'armée malienne, les forces armées maliennes et les forces armées de la République du Congo essayent d'une manière ou d'une autre à défendre l'intégrité territoriale, mais en vain parce que ces 2 armées n'ont jamais gagné une guerre elles-mêmes, si pas avec l'appui des partenaires étrangers, des pays amis et des pays voisins. Ce qui fait croire qu'il y a un problème aussi de la gouvernance au niveau de ces 2 institutions chargées de protéger
les populations. Au-delà de ces deux armées, nous avons les groupes armés locaux et étrangers. Ça, c'est une dimension capitale. Les groupes armés locaux que nous avons qualifiés comme conséquence logique des rébellions Tutsi et rébellions Touareg, tant au nord du Mali qu'à l'est de la RDC. Si il y a eu des groupes locaux armés dans ces deux parties, c'est parce que c'est lié à ces rébellions. Je ne vais pas citer, je vais terminer par les acteurs régionaux. C'est notamment les pays voisins qui sont directement impliqués dans ces différents conflits et processus de paix engagés dans ces deux pays. Pour le Mali, nous avons le Niger, l'Algérie, la Mauritanie, le Burkina Faso, mais également la Libye, qui n'est pas un pays voisin du Mali, mais qui fut, et peut-être qui continue à l'être, un acteur sérieux dans le conflit malien. Pour la RDC, nous avons l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie et l'Angola. Pour ce qui est des processus de paix, il faut signaler que pour le Mali, 3 processus de paix. Et ces processus de paix sont, je les ai nommés, processus d'Alger, pour permettre aux belligérants de discuter et d'arriver à un compromis. Et il y a eu des compromis, bien sûr, parce que des accords avaient été conclus, notamment l'accord de Tamanrasset. Et après, en 1992, il y a eu le pacte national. En 2006, il y a eu encore l'accord d'Alger. Et dernièrement, en 2015, un accord a été signé à Bamako, bien sûr, mais conclu à Alger. Pour la RDC, il en est de même, parce que la RDC a eu aussi à signer plusieurs accords, les belligérants. Il y a eu l'accord, le plus grand accord que je cite ici, c'est l'accord de Sun City, qui a permis à la RDC de réunifier son territoire qui était déjà menacé. Mais ces accords sont émaillés par des faiblesses, mais également il y a eu des mérites. Je vais commencer par les mérites. Il y a les arrêts des hostilités, la reconnaissance d'un statut particulier pour le nord du Mali, le souci de l'unité nationale, la représentativité du Nord au niveau national. Pour la RDC, également l'arrêt des hostilités, le retrait des forces armées étrangères sur le territoire congolais, l'envoi des forces des Nations Unies et la réunification physique du pays. S'agissant des faiblesses, beaucoup d'accords n'ont pas été appliqués. Et s'il y en a qui ont été appliqués, c'est de manière partielle. Une autre faiblesse, la désintégration nationale. Lorsqu'on signe un accord, il y a des parties du pays qui estiment que non, les avantages ont été accordés à d'autres. Alors on remarque une fissure pour le Mali entre le Nord et le Sud. Les gens du Nord disent que le Sud est plus développé qu'eux. Ça, c'est aussi un problème. Il en est de même, il faut aussi signaler la récompense des criminels. La place des criminels, normalement, c'est dans des prisons. Mais on constate que ces différents processus ont permis la récompense des criminels, ipso facto pour la République démocratique du Congo. Pour sortir de ce bourbier, je proposais le modèle que j'ai appelé le modèle de l'espace sécuritaire intégré. Le modèle de l'espace sécuritaire intégré est tiré d'une partie du modèle de l'espace pertinent de Bob Kabamba et du modèle de l'espace migratoire unifié du professeur Florent Munenge Moudage. Pour ce modèle, sincèrement, étant donné que les problèmes maliens et problèmes congolais ont des ramifications terribles sur les pays voisins, eh bien, globale au niveau national. C'est-à-dire, pour y arriver, il faut penser à la refondation de l'État. L'État n'est pas
répondre aux besoins de ses propres citoyens, cet État-là n'existait pas. Après cela, la conséquence, c'est l'intégration nationale. Si l'État arrive à résoudre les problèmes des citoyens sans distinction, sans discrimination des races, sans discrimination des régions, nous aurons l'intégration nationale. Alors, au-delà de l'intégration nationale, on peut maintenant envisager. On ne peut pas réussir l'intégration régionale si l'intégration nationale a échoué. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Florent.